Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir l'espace vectoriel vect dans le cas d'une famille de vecteurs infinis. Dans les vidéos précédentes, j'ai traité la notion de vect uniquement dans le cadre d'une famille finie de vecteurs. Mais j'ai eu des questions en commentaire de ces vidéos auxquelles on ne peut pas donner de réponse tant qu'on n'a pas vu la notion de vect dans le cadre d'une famille infinie de vecteurs. Alors je vous présente ici deux questions qui m'ont été posées et qui sont parfaitement légitimes. La première, c'est peut-on toujours exprimer un espace vectoriel à l'aide de vect? Et la réponse est oui. Oui, si on étend la définition de vect pour une famille infinie de vecteurs. Et puis, j'ai une deuxième question. Peut-on toujours utiliser vect pour montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel? Alors je vous rappelle, pour montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel, vous avez deux voies royales. Soit vous utilisez la caractérisation des sous-espaces vectoriels, c'est-à-dire vous prenez U, V, lambda, et vous montrez que lambda U plus V est encore dans l'ensemble, ça c'est la caractérisation. Ou bien, vous prenez l'ensemble et vous essayez de l'exprimer sous forme d'un vect. Comme un vect est un espace vectoriel, et bien automatiquement, votre ensemble sera un sous-espace vectoriel. Alors on se dit, est-ce qu'on peut toujours utiliser cette deuxième technique et puis se débarrasser de la caractérisation? Et bien on verra au cours de la vidéo qu'il y a des situations où franchement ça n'est pas du tout évident. Je vais commencer par vous donner une mauvaise définition, c'est-à-dire une définition qu'on n'a pas le droit d'utiliser dans les espaces vectoriels, je vais vous expliquer pourquoi. Avec dans l'idée que vous ne fassiez pas l'erreur à votre tour dans une copie. Alors quand on voit la définition de vect pour une famille finie de vecteurs, alors relisons-la ensemble, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de U1, UN, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme lambda 1 U1 plus 3 petits points lambda n UN, où les lambda i ce sont des scalaires, c'est-à-dire des nombres. Alors on se dit, on va essayer de la généraliser. Alors, essayons par exemple de la généraliser pour une suite de vecteurs. Si je prends vect de UI, avec cette fois-ci i appartenant aux entiers naturels. Donc là, j'ai une infinité de vecteurs ici. Alors on se dit, ça c'est quoi? C'est la somme de tous les vecteurs avec des nombres devant. Je vais faire pareil ici. Je vais faire la somme sur tous les vecteurs. Donc là, il y en aura une infinité. Somme qui va aller de 0 à plus infini. De lambda i ui. Avec les lambda i qui sont des scalaires. Pour tout i dans n. Et vous voyez, ça colle bien, c'est la même chose. J'ai juste mis une infinité de termes à la place d'une finité de termes ici. Sauf que quand on fait ça, on fait une petite erreur, parce qu'il y a une notion de limite qui est cachée. Elle se cache ici, là. Vous voyez, il y a un infini. Là, c'est sous-entendu la limite, lorsque grand N tend vers plus infini, de la somme de i égale 0 à grand N de lambda i ui. Vous allez me dire, et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'on ait une limite là-dedans? Ça ne pose aucun problème. Eh bien si, rappelez-vous votre cours d'analyse. Lorsque vous définissiez la limite d'une suite, vous la définissiez à l'aide d'une distance. Vous disiez, la suite un tend vers sa limite, si la distance entre un et la limite tend vers 0. Oui, mais moi je travaille dans un espace vectoriel. À quel moment j'ai introduit la notion de distance? À aucun moment. Parce que dans un espace vectoriel, j'ai quoi? J'ai une addition, j'ai une multiplication par des nombres, mais à aucun moment j'ai défini la notion de distance. Donc comment je vais pouvoir parler de limite ici? J'ai pas l'outil qui me permet de le faire. Vous allez me dire, c'est pas grave, on peut les rajouter ces outils. Alors oui, c'est vrai, mais si on rajoute ces outils, ça n'est plus tout à fait un espace vectoriel. Les matheux ont construit d'autres théories. Alors il y a les espaces vectoriels normés, que vous verrez en deuxième année, c'est-à-dire un espace vectoriel muni d'une norme, c'est ce qui généralise la distance. Et puis vous avez des objets un petit peu plus compliqués qu'on appelle des espaces vectoriels topologiques. Une topologie, ça permet de définir comment deux choses sont proches sans utiliser la notion de limite. Mais en attendant d'arriver en deuxième année et au-delà, il faut faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec un plus et une multiplication. Donc cette définition-là, ça va pas. Je vais vous donner maintenant une bonne définition.
Je vous ai remis ici la définition que vous connaissez, et on va essayer de l'étendre cette fois-ci à une famille quelconque de vecteurs, de E, donc UI avec I indexé par un ensemble quelconque. Alors grand I, ça peut être absolument n'importe quoi, ça peut être par exemple grand N, comme dans la séquence précédente, ou bien ça peut être, je sais pas, un N, comme c'est le cas ici, vous voyez, les indices vont de 1 jusqu'à n, ou des trucs plus compliqués. Par exemple, i ça peut être q, ou bien r, ou en fait tout ce qui vous passe par la tête, n'importe quel ensemble. Et on veut donner une définition de vect de ui. Alors vous l'avez compris, les sommes infinies sont interdites. On ne peut faire que des combinaisons linéaires finies. Alors comment on va définir ça? Ça va être très simple. On va prendre toutes les combinaisons linéaires finies que l'on peut construire avec les UI qui sont ici. Alors je vais prendre des vecteurs au hasard, UI1, UI2 jusqu'à UIP, et je vais les combiner. Et quand je les combine, ça fait lambda I1 UI1 plus lambda I2 UI2 plus 3 petits points, lambda IP UIP. Alors on va préciser un peu ce que sont tous ces objets. Déjà, P, c'est la longueur de la somme, donc ce sera un entier naturel non nul. Les I1, I2 jusqu'à IP, ça sera des indices que j'aurais pris au pif dans grand I. Donc I1 jusqu'à IP seront dans grand I. Et lambda I1, lambda I2 jusqu'en lambda IP, ça sera des nombres, des scalaires. Donc lambda I1, lambda IP seront dans K. Voici la définition de vec de UI, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires finies que je peux construire à l'aide des UI. Alors, regardons un petit peu les différences qu'il y a entre ces deux définitions. Dans cette définition, vous voyez, la longueur de la somme, c'était toujours la même, c'était n. Alors que ici, la somme, elle peut être aussi grande que l'on veut. On peut avoir p égale 1, donc il y aura un seul terme, ou 2, ou 3, ou 4, ou 50 000. Donc, ça c'est une première différence. Et une deuxième petite différence, mais qui n'en est pas vraiment une, c'est que, vous voyez les indices là, 1, 2, 3, n, ils sont tous distincts. Alors que ici, j'ai pris des indices, mais des fois, je peux prendre plusieurs fois le même. Alors est-ce que c'est gênant ça? Non, pas tellement, parce que si vous avez plusieurs fois le même indice au niveau des vecteurs, il n'y a qu'à rassembler les vecteurs pour que les indices soient différents. Donc en fait, ça c'est pas vraiment une différence. On peut montrer que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel. Je ne vais pas le faire parce que ça suit à peu près ligne à ligne la même démonstration que pour vec de U1, UN. Donc je vous le laisse en exercice, c'est pas très compliqué. Regardons maintenant un exemple que vous connaissez bien, c'est l'ensemble des polynômes R de x. Et on va essayer de l'exprimer sous forme de vecte. Avant de commencer par là, on va commencer par ce que vous savez déjà. Rn de x, je vous rappelle, c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent comme A0 plus A1x plus A2x2 plus ANxn avec les AI des réels. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un vecte, puisque on a A0 fois 1 plus un nombre fois x plus un nombre fois x2, donc c'est bien un machin qui s'écrit sous forme de vecte, c'est en fait vecte de 1x, x carré, jusqu'à xn. Alors on se dit, mais si on prend R de x, où il n'y a pas un degré bien défini, peut-être qu'on va pouvoir faire la même chose. Et effectivement, alors je vais vous montrer, si on regarde vecte de tous les xi avec i qui parcourent les entiers naturels. Alors c'est quoi en fait? C'est vecte de 1, x carré, x cube, jusqu'à l'infini. Si on prend la définition de tout à l'heure, la définition de tout à l'heure nous disait on va prendre toutes les combinaisons linéaires finies possibles de ces trucs-là. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura lambda i1 xi1 plus lambda i2 xi2 plus lambda ip xip, où p c'est un entier naturel non nul. Les I1 jusqu'à IP, ça sera les indices de tout à l'heure. Ici, les indices se baladent dans grand N, donc ils sont dans grand N. Et lambda I1 jusqu'à lambda IP, ici on travaille dans un R espace vectoriel, donc ce seront des
réel. Alors regardons cet ensemble-là. On considère tous les polynômes qui ont cette forme-là, mais comme les indices ici I1, IP parcourent tous les entiers naturels, on va avoir en fait toutes les puissances possibles qui vont se balader ici. Donc le polynôme qui est ici, on va pouvoir choper tous les degrés possibles si on fait varier les indices. Et en fait, on va pouvoir attraper toutes les formes possibles de polynômes. Et donc c'est effectivement R de x. On a réussi à exprimer R de x comme le vecte d'une famille infinie. Maintenant, on va examiner l'espace des suites réelles, que moi je note S de R. Et vous allez voir que cet espace pose quelques petits soucis. D'abord, avant de commencer, je vous rappelle une petite chose. Rn, vous avez vu que vous pouvez l'écrire sous la forme d'un vecte de E1, En, où E1 c'est le vecteur 1, 0, 0, 0, 0. E2 c'est le vecteur 0, 1, 0, 0, 0. Et puis vous allez jusqu'à En. En c'est le vecteur 0, 0, 0, 1. Maintenant, regardons une suite. Qu'est-ce que c'est qu'une suite ? Une suite, on peut voir ça comme un vecteur, mais ayant une infinité de coordonnées. La première coordonnée serait U0, la deuxième U1, la troisième U2, jusqu'à l'infini. Et donc, on se dit que, finalement, l'espace des suites, c'est un petit peu comme un R puissance l'infini. Alors je le mets entre guillemets, parce que c'est pas une notation standard. Et on se dit que, par un jeu d'analogie, on va peut-être pouvoir exprimer S de R à l'aide d'un vecte en suivant ce processus-là. Alors on a envie de dire quoi ? On a envie d'introduire la suite E1, qui serait la suite 1 avec que des zéros par la suite. Puis la suite E2, ça serait 0, puis 1, et après que des zéros. Et puis E3, E4 et EI, ça serait tout simplement la suite 0, 0, 0, 0. Et puis à la ième place, on aurait un 1. Et après que des zéros. Donc là, on est à la ième place. Et on se dit que peut-être S de R peut s'écrire comme vecte DEI. Alors regardons ce que fait vecte DEI. Vecte DEI, alors ici, I est dans N étoiles. Par définition, ce sont toutes les combinaisons linéaires que je peux faire à l'aide de ces suites. Donc il y aura lambda I1, EI1, lambda I2 plus lambda I2, EI2, et puis lambda IP, EIP, avec P qui est un entier non nul. Les indices I1, IP sont dans N étoiles. Et comme je travaille avec des suites réelles, les lambdas seront des réels. Alors essayons de comprendre ce que c'est que cette suite-là. Je prends la suite EI1. Elle fait quoi ? Elle fait 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Je la multiplie par lambda I1, ça va faire 0, 0, 0, 0. Lambda I1, 0, 0, 0, 0. Ensuite, j'additionne celle-ci qui a un comportement analogue, celle-ci, 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 etc. Donc la suite qui est ici, elle va ressembler grosso modo à ceci. Il y aura 0, et puis un lambda I1 à la I unième position, après peut-être des zéros, et puis il y aura peut-être lambda I2 qui se trouve ici. Alors je dis peut-être, parce que le lambda I2 peut peut-être se retrouver avant, ou plus loin, etc., ou coller ici, mais peu importe, donnons une situation un peu générique, et puis lambda IP, et puis après, il n'y aura que des zéros. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant parce que dans cet espace, mes suites, elles vont s'annuler à partir d'un certain moment. Vous voyez ? Mais dans S de R, moi j'ai d'autres suites. J'ai des suites qui, elles, ne s'annulent pas au-delà d'un certain moment. Par exemple, si je prends la suite qui fait toujours 1, 1, 1, 1, 1, 1, elle appartient bien à S de R. Et pourtant, elle n'est pas dans ce vecte-là. Elle n'appartient pas au vecte des EI. Alors quand on voit ça, déjà la première conclusion, c'est que vecte des EI, avec les EI qu'on vient de construire comme ceci, ça n'est pas égal à l'espace des suites.
Mais on se dit que peut-être qu'on a mal choisi nos EI, peut-être qu'en choisissant d'autres, en rajoutant, ça, les choses vont fonctionner. Bah, en fait, c'est assez compliqué. On a un théorème qui dit la chose suivante, qui dit que si vous arrivez à exprimer S de R sous forme de vec de EI, avec I qui se balade dans un ensemble d'indices, alors I ne sera pas dénombrable. Je vous rappelle, hein, ne pas être dénombrable, ça veut dire on ne peut pas compter les objets. Donc si vous arrivez à exprimer l'espace des suites sous forme d'un vecte, vous n'arriverez pas à compter les objets qui se trouvent ici. Or là, vous voyez, j'ai réussi à compter mes EI. Hein. Il y a le premier, le deuxième, jusqu'à l'infini. Et donc ça marchera jamais. Alors comment je fais moi si je peux pas compter les objets? On a du mal. Et c'est là où on se rend compte que vect, ça n'est pas un objet miracle. Ça ne vous permettra pas de résoudre tous vos problèmes. Maintenant vous allez me dire, ok, vous nous avez montré qu'il y a des cas de figure où on n'arrive pas bien à exprimer un espace vectoriel sous forme de vecte. Mais pourtant, au début de la vidéo, vous nous avez dit que tout espace vectoriel peut s'écrire sous forme de vecte. Alors, comment on s'y prend finalement? Alors, pour que vous compreniez bien ce qui se passe, je vous propose une définition alternative, mais équivalente de vecte. On va regarder le vecte que l'on peut obtenir à partir d'un sous-ensemble de E. Je vais prendre grand X inclus dans l'espace vectoriel E, et je vais définir vect de grand X, suivant le même principe que pour une famille de vecteurs, ça sera toutes les combinaisons linéaires que je peux construire à l'aide des vecteurs qui sont dans grand X. Donc ça sera des vecteurs qui s'écrivent comme lambda 1 U1 plus lambda P UP. Avec P, ça sera un entier naturel non nul. Et les UI qui sont ici sont piochés dans l'espace, dans l'ensemble grand X. Donc U1, UP seront dans grand X, et lambda 1, lambda P sont des scalaires. Alors ça veut bien dire la même chose, hein, puisque regardez, ici on pioche des vecteurs non pas dans un ensemble mais dans une famille, tandis que là on pioche les vecteurs dans grand X. Alors si vous voulez voir que ça veut dire la même chose, regardez ce qui se passe en posant X est égal à UI, I appartenant à I, vous allez vite comprendre que c'est finalement la même définition. Maintenant, regardons un cas particulier. Je vais regarder vect de grand E. Vect de grand E, ce sont toutes les combinaisons linéaires que je peux effectuer avec les éléments de grand E. Et bien, si on réfléchit quelques secondes, en fait, on va attraper tous les vecteurs possibles. Vect de grand E, ça sera grand E. Et quand on voit ça, on a que l'espace vectoriel grand E, j'ai réussi à l'exprimer sous forme de vect. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est un petit peu une arnaque, ça. Et oui, c'est une arnaque, parce que lorsqu'on utilise vect, c'est pour essayer de réduire l'information. Si je prends tout d'un bloc, évidemment, je vais tout retrouver. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'exprimer l'espace avec un petit peu moins d'objets que l'espace lui-même. Donc, ça n'est pas vraiment intéressant. C'est pour ça, quand on me pose la question, est-ce qu'on peut toujours exprimer un espace vectoriel sous vect? Je suis obligé de répondre oui, mais je mets quelques bémols derrière, parce que soit c'est trivial, soit il y a des situations vraiment compliquées si on veut pas que ça soit trop simple. Vous l'aurez compris, vect, ça n'est pas un outil miracle. Il y a des situations où on a vraiment du mal à l'utiliser. La grande ligne de rupture se situe au niveau de la dimension d'un espace vectoriel. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez peut-être pas encore vu la notion de dimension, mais sachez qu'il y a des espaces vectoriels de dimension finie, c'est le cas de Rn, ou des polynômes de degré inférieur à une certaine quantité, et puis des espaces vectoriels de dimension infinie, c'est le cas des suites, des polynômes de degré quelconque, et des espaces de fonctions. Et il se trouve que quand on travaille avec des espaces de dimension infinie, souvent vect, ce n'est pas forcément un outil très idéal. J'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre un petit peu plus de hauteur si vous êtes en première année, et puis j'espère aussi qu'elle pourra servir à des étudiants à Bac+2, voire Bac+3 qui auraient des difficultés sur le sujet. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.